Bonjour, je m'appelle Matt Sauer et je viens de Durham, en Caroline du Nord. Dans un article du magazine Fortune de 1977 intitulé L'inflation trompe l'investisseur en actions, vous affirmiez que les bénéfices des entreprises, pris dans leur ensemble, agissaient comme des coupons d'obligations et étaient donc négativement affectés par une forte inflation. À l'époque, vous prévoyez un monde où un rendement de 12% sur les actions des entreprises aurait été réduit à 7% après impôt pour aboutir à un rendement nul en termes réels. Vous avez exprimé des réserves quant aux perspectives des actions pendant plusieurs années, en grande partie à cause des évaluations extrêmement élevées des marchés. Si l'inflation était clairement néfaste pour les investisseurs en 1977, alors est-ce que la relative absence d'inflation dans l'économie actuelle est un avantage, même modeste, pour les propriétaires d'actions? Y a-t-il aussi une composante liée aux attentes d'inflation future dans vos avertissements, suggérant que les investisseurs risquent de voir leurs attentes vis-à-vis des actions déçues? Eh bien, je dirais qu'il ne fait aucun doute que l'absence d'inflation est un avantage pour les détenteurs d'actions. À mon avis, le rendement réel que vous obtiendrez en possédant des entreprises américaines, si elles sont achetées à des prix similaires, sera plus élevé si nous connaissons de longues périodes d'inflation faible ou proche de zéro que si nous connaissions de longues périodes d'inflation élevée. Je ne pense pas qu'il y ait de doute à ce sujet, car cet article expliquait comment les rendements nominaux étaient taxés, ainsi que les rendements fictifs en termes réels. Donc, votre question porte sur la période la plus favorable pour les investisseurs. Une période d'inflation faible sur le long terme est incontestablement meilleure pour les investisseurs. Et le problème, comme vous l'avez souligné, résidait également dans le point de départ en termes de prévision de rendement modeste pour les investisseurs en actions. Les rendements n'étaient pas nécessairement si modestes. Ce que j'avais prédit, c'était qu'ils seraient modestes, mais en comparaison avec ce que les gens avaient commencé à espérer pendant ce long marché haussier de 1982 à 1999. Il y a eu des sondages réalisés par Gallup en collaboration avec, je crois, PaineWebber à l'époque. Maintenant, c'est UBS Warburg qui gère cela. Ces sondages ont montré les attentes des gens à propos du marché boursier, et les rendements que les gens espéraient atteindre arrivaient jusqu'à 14 ou 15% si je me souviens bien. Ils pensaient qu'ils obtiendraient 14 ou 15% dans un environnement à faible inflation. Eh bien, cela relevait du rêve. Et il n'y a absolument rien de mal, dans un environnement à faible inflation, à réaliser 6 ou 7%. C'est probablement le mieux qui puisse arriver, car dans un tel environnement, de combien le PIB peut-il croître? Eh bien, le PIB, vous savez, si vous avez 2% d'inflation et même 3% de croissance réelle, vous parlez alors d'une croissance nominale du PIB de 5%. Si le PIB croît à ce rythme sur le long terme, les bénéfices des entreprises croîtront plus ou moins à ce même rythme. Et si les bénéfices des entreprises croissent de 5% par an, la valeur capitalisée de ces bénéfices croîtra probablement d'une manière similaire sur le long terme, à condition de commencer avec un point de départ relativement normal. Ajoutez à cela les dividendes et vous obtiendrez probablement 6 ou 7% avant les coûts de friction. Les investisseurs supportent beaucoup de coûts de friction, bien qu'ils n'aient pas besoin de les subir, mais ils le font quand même. Et cela représente souvent entre 1,5 et 2% de leurs investissements. Donc les mathématiques ne sont pas mauvaises, c'est juste que cela devient mauvais pour ceux qui se sont habitués à ou qui attendaient des rendements très élevés en se basant sur ce qu'ils voyaient dans le rétroviseur entre 1998 et 1999. Charlie, mon attitude générale est légèrement plus négative que celle de Warren. Tout le monde l'a bien entendu? Ce n'est pas la fin du monde. En réalité, si les personnes qui possèdent les entreprises américaines obtiennent 5 à 6% du gâteau dans une économie de 10 000 milliards de dollars aujourd'hui, qui deviendra un jour une économie de 20 000 milliards de dollars, si nous obtenons donc 5 ou 6% du gâteau, pour ceux d'entre nous qui investissent notre capital pour produire des biens et services pour les entreprises américaines, pour les consommateurs et la population américaine, est-ce que c'est, vous savez, je ne sais pas si c'est exactement ce que quelqu'un qui concevrait l'univers aurait imaginé, mais cela ne semble pas insensé dans un sens ou dans l'autre.
Je pense que c'est une grande quantité de biens et de services pour ceux qui apportent le capital. Et nous avons, vous savez, plus de 100 millions de personnes dans la population active qui travaillent pour produire cela pour nous en utilisant notre capital. Et cela offre ce que je considérerais comme un rendement réel assez décent si l'inflation reste basse. Mais si l'on entre dans une forte inflation, comme je l'ai écrit en 1977, le rendement réel pour les investisseurs pourrait très bien devenir un chiffre très bas, voire négatif. L'inflation peut réellement spolier l'investisseur en actions, comme je l'ai écrit à l'époque, et j'ai utilisé 7000 mots pour expliquer pourquoi. Je serais ravi de vous envoyer une copie de cet article si cela intéresse encore quelqu'un. Mais l'inflation est la seule chose qui, sur une longue période, peut transformer les résultats des investisseurs en un chiffre négatif dans l'ensemble. C'est l'ennemi de l'investisseur. Charlie, cela t'inspire d'autres réflexions? Je ne pense pas que vous obtiendrez une aide parfaite sur ces sujets de la part de la profession économique non plus. Ils ont certaines formules standards. Pour un économiste, lorsqu'un emploi manufacturier est transféré en Chine, cela représente une simple augmentation de productivité. Et si vous leur demandez, imaginez que tous les emplois manufacturiers des États-Unis soient transférés en Chine, cela ne représenterait-il pas un peu trop d'augmentation d'efficacité? La réponse serait non. Et des gens sont en réalité payés pour penser ainsi dans des universités prestigieuses. Oui, oui, nous voulons faire passer l'idée, bien sûr. Et si tout l'enseignement de l'économie était exporté en Chine, alors là, une nouvelle perspective apparaîtrait. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté des informations intéressantes au sujet de l'impact de l'inflation sur les investisseurs en actions. Pour ma part, vous le savez peut-être déjà, mais je possède un portefeuille d'actions que je gère à la méthode de Warren Buffett, c'est-à-dire en faisant peu de mouvements sur des entreprises que je juge de grande qualité et que je conserve le plus longtemps possible, voire indéfiniment. Ce portefeuille, vous pouvez le consulter librement et gratuitement sur le site Moning. Vous pouvez également vous inscrire pour suivre vous aussi votre portefeuille d'actions grâce à un outil simple d'utilisation et ludique. Je vous mets le lien dans la description. Je rappelle toutefois que mes décisions d'investissement n'engagent que moi et qu'il ne s'agit pas de conseils en investissement. Vous devez faire vos propres recherches avant d'investir votre argent. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!